Les webconférences organisées dans le cadre du Centre de ressources milieux humides sont proposées par l'Office international de l'eau avec le soutien financier de l'Agence française pour la biodiversité. Le 10 octobre 2019, une webconférence s'est tenue pour évoquer le projet de territoire intégré. Nous avions alors le plaisir d'accueillir Delphine Loupsens, chargée de mission droit et gouvernance à l'Agence française pour la biodiversité. Grâce à cette vidéo, découvrez ou retrouvez son intervention. Donc bonjour à tous, je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui pour cette webconférence qui va porter donc sur la mise en œuvre de projets de territoire intégrés pour la préservation et la restauration des milieux humides. Alors c'est une webconférence, on va être ensemble pendant 1h30, ce n'est donc pas une formation, ce qui signifie qu'il s'agit simplement d'une approche qui va permettre donc de donner un premier aperçu des concepts et des méthodologies que l'on peut utiliser, mais qui ne se substituent pas à des formations via lesquelles vous pourrez approfondir le sujet, puisqu'ici j'ai construit mon support via des supports multiples, mais il faut savoir que une formation sur la démarche de gestion intégrée à l'échelle des territoires, c'est des formations que j'ai l'habitude de délivrer pour le compte soit du ministère de l'Environnement ou encore du ministère de l'Agriculture ou du CNFPT. Ce sont des formations qui durent 3 jours. Donc entendons-nous bien, ici il s'agit bien d'une initiation et non pas d'une formation qui donnerait un aperçu général de ce que cela signifie. Alors ici, en parlant de projet de territoire intégré, pour ma part, je ne vous présenterai qu'un regard des sciences humaines et sociales sur ce que c'est, en sachant que, bien entendu, d'autres sciences peuvent avoir un regard sur ce qu'est la gestion intégrée à l'échelle des territoires. Alors qu'est-ce qu'on va faire au cours de cette séquence? On va, comme je le disais, s'initier à des concepts et à des démarches qui sont produits par les sciences humaines et sociales en suivant un cheminement en 2 temps. On va essayer de comprendre ce que ça signifie en créant un projet de préservation et de restauration des milieux humides dans un territoire, en se demandant qu'est-ce qu'un territoire, qu'est-ce qu'un acteur, qu'est-ce qu'un jeu d'acteurs, ce qui va nous permettre d'appréhender de façon plus globale ce qu'est un système d'action territoriale. Et puis, une fois que l'on sera fort de ces connaissances-là, on va pouvoir regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut influer, agir en connaissance de cause, notamment en utilisant quelques outils mis à disposition par ce que l'on peut appeler de façon un peu globale l'ingénierie sociale. On verra qu'il existe des outils, des méthodes qui nous permettront de pouvoir agir avec les acteurs tout en assumant nos responsabilités, puisque l'on verra que lorsque l'on mobilise les sciences humaines et sociales, cela ne se fait pas n'importe comment, puisque on peut même créer une situation inverse de celle qui est attendue. Donc ça demande aussi une maîtrise des concepts et des méthodes. Alors, par quoi je vais commencer? Je vais commencer déjà par revenir sur ce que l'on entend, comment on peut définir la gestion intégrée à l'échelle des territoires. Et puis ensuite, je vous montrerai pourquoi les sciences humaines et sociales sont utiles pour penser la gestion intégrée des milieux humides à l'échelle des territoires. Et donc pour aborder cet apport des sciences humaines et sociales, on reviendra donc, comme je le disais, sur les caractéristiques du système d'action qui compose la mise en œuvre d'un projet de préservation et de restauration des milieux humides. Et puis ensuite, nous pourrons voir comment est-ce qu'on peut agir avec les acteurs et comment est-ce qu'on peut les intégrer dans un processus en les faisant participer à la mise en œuvre de notre projet. Alors globalement, de quoi est-ce qu'on parle lorsque l'on parle de gestion intégrée à l'échelle des territoires? Eh bien déjà, on parle d'un prisme, c'est-à-dire d'un angle de vue, d'une façon d'aborder un problème qui n'est pas si nouveau, mais qui a tendance à revenir sur le devant de la scène et dont on entend parler de plus en plus. Pourquoi? Parce que c'est un prisme qui va nous permettre de répondre au renouveau et à la radicalité des conflits territoriaux qui sont relatifs notamment à la protection et à la restauration des milieux humides. Alors qu'est-ce que c'est qu'un prisme abordant le point de vue de la gestion intégrée? C'est une façon de regarder les problèmes, une façon un peu plus macro de regarder les problèmes et de se dire que si l'on arrive à ouvrir notre champ de vision, on peut aussi parvenir à intégrer davantage d'acteurs, à sortir d'une dimension politique sectorielle pour penser articulation des politiques publiques
public, mais aussi se dire que des fois, pour atteindre notre objectif et notre cible, c'est-à-dire en soi la protection et la reconquête de la biodiversité, eh bien on va devoir agir de façon stratégique, parfois en utilisant des moyens que l'on va appeler des moyens d'action par ricochet. Alors, deuxièmement, qu'est-ce que c'est? C'est aussi une démarche intellectuelle et ça, c'est important de le dire et c'est pour ça qu'on verra que c'est important de s'appuyer sur des sciences, notamment les sciences humaines et sociales. C'est d'autant plus une démarche intellectuelle que elle nécessite de concevoir son action dans un système d'action à la fois intégré et à la fois intégrateur. C'est-à-dire qu'il ne va pas exclure d'acteurs, mais qui va réussir à les enrôler et à les intégrer dans notre processus d'action. En effet, il faut se rappeler que les politiques de l'eau et de la biodiversité, ce sont avant tout des politiques et que leur mise en œuvre, elle comporte nécessairement une dimension stratégique. Et que donc, cela nécessite de penser son action dans une dynamique intégrée et d'agir à l'interface de plusieurs éléments. D'abord, d'agir à l'interface de plusieurs politiques publiques, je le disais, des politiques publiques qui sont régies par des réglementations différentes, diversifiées, et qui vont avoir pour objectif de répondre toutes à l'intérêt général. Ces réglementations, ces politiques publiques, elles s'incarnent à différentes échelles d'action, nationale, régionale, départementale, ou encore de façon plus micro à l'échelle d'un projet, donc au niveau très local. Ce sont aussi, quand on va parler de gestion intégrée, on va agir aussi à l'interface d'enjeux qui ont des temporalités d'action différentes. Et ça, c'est très important de l'avoir à l'esprit, puisque la mise en œuvre de ces politiques publiques, de ces réglementations, va amener les acteurs à agir sur des échéances temps plus ou moins différentes et plus ou moins articulables. Ensuite, on va agir face à des enjeux qui répondent à des vulnérabilités différenciées. On va parler parfois, si on parle d'inondation, de sécurité civile, couplée à des enjeux de sécurité environnementale, qui parfois, si on parle aussi de problèmes alimentaires, vont croiser des questions de sécurité alimentaire. Donc on voit bien qu'on va répondre à des enjeux multiples qui répondent tous à des vulnérabilités différenciées. Et surtout, agir à une échelle intégrée, ça signifie de s'appuyer sur des savoirs multiples, des savoirs experts, bien sûr, des savoirs scientifiques, mais aussi des savoirs profanes, parce que bien souvent, sur nos territoires, on a des acteurs qui disposent de savoirs très utiles et qui sont ce que l'on appelle des savoirs profanes, etc. Donc la démarche de gestion intégrée, elle va permettre d'agir à l'interface de ces différentes dimensions, de ces différents enjeux, de ces différentes dimensions temporelles et spatiales. Et bien sûr, quand on parle de gestion intégrée, eh bien, on parle d'une démarche intellectuelle qui ne peut pas se passer d'un portage politique. Et ça, c'est le premier besoin qu'il faut retenir d'une mise en œuvre de projets dans une dimension de gestion intégrée à l'échelle territoriale avec une dynamique intégrée. Pourquoi? Eh bien parce que ce portage politique, c'est finalement le seul à pouvoir initier publiquement le projet. C'est aussi le seul à pouvoir porter l'intérêt territorial du projet et son ambition. Et son ambition technique, elle n'est pas suffisante pour pouvoir enrôler la diversité des acteurs qui va être présente sur le territoire. Et donc il va falloir, au-delà de cette ambition technique, créer un intérêt territorial autour du projet. Et seul un portage politique va pouvoir créer cet intérêt territorial. Après ce portage politique, il est aussi le seul à pouvoir donner un sens territorial au projet. Pourquoi? Parce qu'il va le relier à une dimension sociale qui va incarner les intérêts locaux qui sont associés au projet. Bien sûr, il est aussi le seul à pouvoir décider du débat local autour du projet, en ne se cantonnant pas aux secteurs traditionnels, que sont souvent les secteurs avec lesquels on va travailler à l'échelle de nos projets, c'est-à-dire souvent les secteurs agricoles, les secteurs d'adduction en eau potable, et ceci à différentes échelles. On va donc essayer d'ouvrir le débat local autour de secteurs un peu plus larges, à savoir notamment la dimension touristique, la dimension culturelle, etc., etc.
Et puis surtout, ce portage politique, il est le seul à pouvoir construire une renommée autour du projet, c'est-à-dire à donner à voir les résultats, à aussi pouvoir rendre compte de ce que ce projet il a apporté pour le territoire. Au final, ce portage politique, il est le seul à pouvoir exprimer une ambition forte, garante de la pérennité du projet. Et donc la gestion intégrée à l'échelle des territoires, elle va nous permettre d'aller chercher ce portage politique en dépassant les seuls enjeux techniques, mais aussi les seuls secteurs avec lesquels on a l'habitude de travailler autour de la mise en œuvre d'un projet à dimension environnementale, en allant chercher d'autres secteurs d'activité, mais aussi d'autres façons de voir le projet et de l'incarner à l'échelle du territoire. Alors quand on parle de gestion intégrée à l'échelle des territoires, on parle aussi bien évidemment d'une démarche intellectuelle qui fait appel à des savoirs, à des savoir-faire et à des savoir-être qui s'incarnent autour de différentes dimensions qui vont constituer ce que l'on va appeler l'ingénierie territoriale qui va incarner cette gestion intégrée à l'échelle du territoire. Et donc cette ingénierie territoriale, elle ne peut exister que si l'on couple et que si on associe à la fois des éléments d'ingénierie écologique, mais aussi des éléments d'ingénierie sociale, et comme je le disais tout à l'heure, aussi les savoirs profanes, mais bien évidemment également le bon sens politique. Tous ces savoirs, bien entendu, ne se concurrencent pas. Ils s'additionnent, ils se compilent. En effet, l'ingénierie territoriale, elle implique de s'appuyer sur une expertise hybride, moins spécifique, certes, puisqu'elle est plus générale. On l'a dit, la gestion intégrée à l'échelle des territoires, elle va demander à associer une diversité d'acteurs et donc à aller chercher ces acteurs en diversifiant ces registres argumentaires et en diversifiant les points de vue et les représentations que l'on va avoir de ce projet. Donc, on va sans doute être moins expert, on va avoir un discours moins expert, plus généraliste, moins spécifique, mais en tout cas un discours qui sera mieux adapté à l'action dans un contexte qui est le sien à un moment donné. La gestion intégrée des projets, elle nécessite plus que de l'interdisciplinarité, bien entendu, et elle demande d'aller au-delà, elle demande de créer une véritable transdisciplinarité, et elle demande donc forcément une évolution des métiers avec son propre langage, un langage qui a, on va dire, survécu au mélange de ces différentes sphères techniques, scientifiques, et qui va permettre à l'ensemble des acteurs de se comprendre et de pouvoir agir ensemble. Et finalement, c'est ça que l'on va appeler le génie territorial. C'est cette capacité à pouvoir penser ces multiples facettes de l'action, mais surtout à pouvoir créer ses propres repères, son propre vocabulaire, de façon à pouvoir parler à tous au-delà des différents langages et vocabulaires experts. En résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien, il faut retenir que la gestion intégrée à l'échelle des territoires, c'est une démarche d'interface qui va demander sans cesse des allers-retours entre la science et la société, mais aussi donc la politique, avec des allers-retours incessants entre ces deux sphères. Ces deux sphères qui, une fois qu'elles se mêlent, vont pouvoir donner de la consistance à notre ingénierie territoriale en couplant des éléments qui vont emprunter à ces différentes sphères, notamment tout ce qui va reposer sur l'objectivité, la subjectivité, mais aussi la neutralité, aussi la prise en compte des différents intérêts, l'appel à la raison certes, mais aussi la prise en compte de ce qui va susciter des passions sur le territoire, etc., etc. Alors du coup, on en arrive maintenant, après avoir vu ce qu'est la gestion intégrée à l'échelle des territoires, en quoi les sciences humaines et sociales sont utiles pour penser la gestion intégrée des milieux humides à l'échelle des territoires. Alors déjà, le premier constat qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les milieux humides, ce sont des socio-écosystèmes. Ce sont des socio-écosystèmes qui reposent sur des infrastructures naturelles
et sociales. Elles ont une histoire, des trajectoires sociales et paysagères qui leur sont propres et que l'on va être amené à prendre en compte dans la mise en œuvre de notre projet. Ce sont aussi des organismes au fonctionnement complexe qui nécessitent des connaissances pluridisciplinaires et intégratrices. Mais ce sont aussi des milieux et des socio-écosystèmes qui répondent à des enjeux réglementaires, à des enjeux de gestion, à des enjeux de conciliation et parfois, si on veut pousser la participation à l'extrême, de concertation avec de nombreux acteurs. Je reviendrai sur ces concepts puisque ce sont des concepts clés dans la mise en œuvre de projets de territoire intégrés. Le second constat, bien entendu, que l'on peut faire, c'est que lorsque l'on met en œuvre des projets de préservation et de restauration des milieux humides, eh bien, on s'inscrit dans un contexte réglementaire. Alors, la question des milieux humides, je vais y revenir tout à l'heure, on va parler de zones humides, on va parler de milieux humides. Eh bien, en fonction de la réglementation que l'on va mobiliser, effectivement, on va utiliser l'un ou l'autre, en fait, de ces concepts. Alors ici, ce que vous avez en vert, c'est la panoplie des enjeux réglementaires auxquels répond finalement la préservation et la restauration des milieux humides, avec l'ensemble des dispositions notamment internationales, avec la convention Ramsar, mais aussi les différentes directives européennes, avec notamment la directive Habitat Faune Flore, la directive cadre sur l'eau, la directive cadre stratégie des milieux marins, la directive inondation, mais aussi toute la réglementation et toutes les directives qui vont tourner autour de la PAC, et aussi les règlements anguilles, etc. Toutes ces réglementations internationales, européennes, avec un pouvoir impératif plus ou moins fort, ont été retranscrits à l'échelle nationale. Et donc là aussi, on va avoir donc un transfert qui va donner lieu là à des jeux d'acteurs déjà, puisque ce travail de transfert et de mise en œuvre à l'échelle nationale va demander en fait une mise en œuvre qui va demander à plusieurs acteurs de s'asseoir autour de la table. Et donc ce différent corpus international et européen va s'incarner dans des textes nationaux tels que par exemple la stratégie nationale des espèces exotiques envahissantes ou encore le plan national d'adaptation au changement climatique, la stratégie nationale biodiversité, la trame verte et bleue, le PARS, etc. Et puis cette législation, tout ce corpus juridique national va être là aussi redécliné à des échelles un peu plus macro, avec les plans bassins qui vont tourner autour de la mise en œuvre des projets d'aires d'alimentation de captage ou les projets de restauration, et ensuite on va enfin arriver à nos enjeux locaux. Et quand on parle de gestion intégrée à l'échelle des territoires, eh bien on est vraiment à cette échelle micro d'enjeux local. Alors, ces réglementations, elles sont plus ou moins contraignantes et elles vont laisser plus ou moins de part aux acteurs pour pouvoir s'insérer et participer à leur mise en œuvre. Alors, quand on parle de préservation et de restauration des milieux humides, on va faire appel à deux réglementations principalement. D'abord, l'article L336-2 du Code de l'environnement, où là, on va être sur une définition large de ce que sont les milieux humides, où là, on va être en fait finalement sur une conception que l'on dit internationale des milieux humides, avec l'idée que la préservation, elle présente un intérêt international au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique. Et donc, l'ensemble des sites à protéger et à restaurer sont inscrits et gérés de façon à favoriser leur conservation et leur utilisation rationnelle. Mais lorsque l'on va parler aussi de préservation et de restauration des milieux humides, on va faire appel aussi à un autre corpus réglementaire, incarné ici à travers l'article L211-1 du Code de l'environnement, où on entend par zone humide les terrains exploités ou non des terrains ou non exploités,
qui sont habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire, etc., etc., où là, on va être purement dans l'acception réglementaire que l'on va utiliser en France. Donc le premier étant la définition internationale des milieux humides, la seconde, la conception nationale de ce que se constituent donc les zones humides. Donc ça aussi, c'est très important à avoir en tête et de bien se situer en fonction de ces réglementations, puisque au final, on ne parle pas de la même chose en fonction du cadre réglementaire dans lequel on va se situer. Donc on voit bien là aussi que pour s'entendre entre acteurs, il faut absolument préciser à quel cadre réglementaire on se réfère lorsque l'on parle de milieu humide ou de zone humide. Pourquoi? Parce que d'abord, la dynamique de gestion intégrée à l'échelle des territoires, c'est aussi bien poser le cadre réglementaire dans lequel on se situe. Le troisième constat, c'est que les sciences humaines et sociales, elles vont aussi aider à inscrire notre projet dans un territoire, sachant que lorsque l'on va parler de préservation et de restauration des milieux humides, on va nécessairement partir d'un écosystème dégradé pour aboutir à un écosystème fonctionnel qui va requérir de construire un projet de territoire. Et donc ce passage de construction d'un écosystème dégradé vers un écosystème fonctionnel qui va nous demander donc d'ancrer notre projet dans un territoire va nécessiter là aussi de s'appuyer sur les sciences humaines et sociales. Pourquoi? Parce que cette dimension projet de territoire, elle va nous amener à ne plus penser les territoires elle va nous amener à ne plus penser simplement à l'échelle du cours d'eau, du milieu humide, etc., mais bien penser les territoires de l'eau et de la biodiversité. On va revenir là-dessus. Et puis surtout, pourquoi les sciences humaines et sociales sont utiles? Eh bien parce qu'elles nous aident à comprendre les perceptions, les représentations des différents acteurs, perceptions et représentations qui bien souvent vont s'affronter, peuvent aussi créer des tensions jusqu'à ce qu'elles puissent parfois dégénérer en conflit sur nos territoires. Et donc du coup, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, il faut retenir que les projets auxquels on est confronté s'inscrivent dans un système d'action complexe que les sciences humaines et sociales peuvent rendre intelligible. Pourquoi? Parce que on va être amené à comprendre ce qu'est un système d'action. Et un système d'action, c'est quoi? Eh bien, c'est, pour reprendre une métaphore, un plateau de jeu qui va nécessiter de savoir comment fonctionne le plateau, le nombre de joueurs et leurs caractéristiques, les règles du jeu, d'anticiper le jeu de ses adversaires ou partenaires pour pouvoir défier le jeu d'acteurs et porter les enjeux qui sont ceux de la politique de préservation et de restauration de la biodiversité. Alors les sciences humaines et sociales, là aussi, entendons-nous bien, qu'est-ce qu'on entend par sciences humaines et sociales? Eh bien, c'est une cumulativité des savoirs. Quand on dit les sciences humaines et sociales, bien entendu, elles ne constituent pas un bloc homogène. On fait appel à plusieurs disciplines. On fait appel à des disciplines telles que la science politique, l'économie, la géographie, alors la géographie humaine bien sûr, les sciences du langage, l'histoire, la psychologie, la philosophie, la sociologie, l'anthropologie, l'ethnologie, les sciences juridiques. Ce sont toutes ces sciences, et la liste n'est pas exhaustive, qui constituent ce que sont les sciences humaines et sociales. Donc ici, je vous demanderai de retenir que les sciences humaines et sociales, ce n'est pas que l'économie, ce n'est pas que la sociologie. Et lorsqu'on parle des sciences humaines et sociales et de mobilisation des sciences humaines et sociales autour de la mise en œuvre d'un projet, eh bien on parle de savoirs qui ont été empruntés à ces différentes sciences. C'est ce que je fais ici en cumulant différents savoirs qui ont été formalisés par ces différentes sciences. Et donc quand on parle de sciences humaines et sociales, bien entendu, on parle de concepts, de méthodes et d'outils divers, d'outils qualitatifs, quantitatifs, qui vont nous permettre d'appréhender ces différentes dimensions qui vont nous permettre d'inscrire notre projet dans notre territoire.
Alors maintenant, on peut passer dans le vif du sujet en se demandant quelles sont les caractéristiques du système d'action dans lequel s'inscrit le projet de préservation et de restauration des milieux humides. Alors souvent ici, je vous ai mis deux dessins d'enfants parce que les enfants, nous, on a souvent oublié, un peu tête dans le guidon, que quand on met en œuvre nos projets, on s'inscrit dans un territoire avant tout, et que notre territoire, il fonctionne avec différentes activités, différents acteurs, différentes échelles administratives, avec différentes fonctionnalités et différents services qui vont être rendus aux usagers. Les enfants, quand on leur demande en fait de dessiner un milieu humide ou ce qui est un territoire qui reprend ce qui est un milieu humide, eux, on voit bien qu'ils pensent à prendre cette diversité des usages et ces différentes dimensions présentes sur le territoire. On voit bien qu'ils vont dessiner notre rivière avec nos petits poissons, mais ça va pas les empêcher de dessiner des petits arbres fruitiers, des arcs-en-ciel, des oiseaux, un petit vélo, des fleurs, des prairies, etc., etc., des petites maisons, voilà. Et donc c'est ça, là, en fait, la gestion intégrée, c'est de pas oublier que quand on met en œuvre un projet de restauration et de préservation des milieux humides, on s'insère avant tout dans un territoire. Quand on parle donc de système d'action à l'échelle des territoires, on parle d'une scène. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que notre territoire, en fait, si on prend la métaphore du théâtre, il va s'incarner autour d'une scène théâtrale. Et cette scène théâtrale, on verra tout à l'heure qu'elle va mettre des acteurs dans la lumière, elle va en mettre d'autres dans l'ombre, on va avoir des acteurs spectateurs, etc. Et donc, déjà, la première chose que l'on va retenir, c'est que quand on parle de territoire en sciences humaines et sociales, on ne parle jamais du territoire au singulier. On parle toujours des territoires, quand bien même on intervient sur un territoire. Alors pourquoi ? Eh bien, parce que quand on intervient sur un territoire, et quand on va agir sur un territoire, en fait, on agit sur plusieurs dimensions territoriales, donc sur plusieurs territoires. D'abord, sur un territoire physique. Alors, c'est ce qui va s'incarner autour du périmètre qu'incarne notre zone humide. On va pouvoir périmétrer géographiquement notre territoire. Ça, c'est ce qui va constituer ce que l'on va appeler le territoire physique, en fait, sur lequel on va intervenir. Deuxièmement, on n'intervient pas que sur un territoire physique. En fait, quand on intervient sur un territoire, on va intervenir aussi sur un territoire organisationnel. Alors, qu'est-ce que c'est un territoire organisationnel ? C'est un territoire autour desquels va s'articuler différentes administrations, différentes échelles administratives, mais aussi différentes activités, différents usages, des usages reliés au ménage, des usages agricoles, des usages industriels, des usages de production domestique, etc., etc. Et puis surtout, quand on va intervenir pour mettre en œuvre notre projet, on va intervenir sur un territoire identitaire, un territoire vécu, un territoire qui incarne en fait finalement la mémoire de notre territoire. Et donc ce territoire vécu, bien souvent, c'est souvent lui qui va susciter les passions auprès de nos acteurs. Ici, je vous ai mis un petit verbatim d'un acteur. C'était un acteur qui nous disait ça lorsque on était allé les rencontrer et qui nous disait que l'histoire de la maison, c'est un ancien moulin à farine. Donc j'ai des papiers qui remontent au XVIIIe siècle. On voit d'ailleurs une meule dans la pelouse. Alors cet acteur, il commençait à nous raconter l'histoire de la maison et de ce moulin, etc., etc. Et puis il rajoute que c'était en fait finalement le scieur du coin, c'était son grand-père et qu'il sciait le bois avec son grand-père. Et donc quand un acteur il active cette représentation, cette mémoire, il active aussi une mémoire en fait territoriale dans lequel il se situe lui aussi personnellement. Et donc voilà, donc quand on intervient sur notre projet, et donc la dynamique de projet intégré à l'échelle du territoire, elle nous amène à penser ces trois dimensions territoriales pour pouvoir agir correctement. Et donc à chaque projet, bien entendu, il va falloir
repenser ce territoire physique, ce territoire organisationnel et ce territoire identitaire. Pourquoi? Parce que chaque territoire a ses caractéristiques propres et donc on va pas pouvoir faire de copie-coller entre eux en se disant bon ben dans ce cas-là j'ai fait de cette façon et donc mon territoire identitaire il se composait voilà de tel et tel acteur qui ressentait telle ou telle chose avec tel ou tel vécu. Ben non, il va falloir prendre le temps d'aller saisir ces différentes dimensions territoriales à chaque mise en œuvre de projet. Et pour ça, eh bien, on va pouvoir s'appuyer sur des éléments à la fois quantitatifs et qualitatifs pour caractériser notre territoire. On va aller chercher donc des indicateurs qui vont nous permettre d'avoir un aperçu assez intégré de notre territoire. Et donc, on va pouvoir s'appuyer notamment sur des bases de données auxquelles on accède gratuitement, qui sont celles de l'INSEE, mais aussi du système d'information de la biodiversité, avec le système d'information sur l'eau, le système d'information nature et paysage, le système d'information donc Biodive, et aussi des bases de données telles que la base de données Agreste qui peut renseigner aussi sur les pratiques agricoles du territoire, etc., etc. Et donc quand on va aller chercher ces différentes informations auprès de ces bases de données, ça va pouvoir nous donner un aperçu de notre territoire, quand bien même on va intervenir sur notre ouvrage, sur notre seuil ou sur notre micro-projet. On va quand même brasser un peu plus large pour savoir quelle est la dynamique de notre territoire en essayant de voir un peu ce qui caractérise et constitue notre territoire. En résumé, ici, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que quand on intervient sur un territoire physique, eh bien, ce territoire, il coïncide pas forcément avec les frontières administratives et encore moins avec les territoires du sensible qui sont ressentis par notre acteur. Et donc, il va falloir nécessairement essayer de comprendre un petit peu comment vit notre territoire et quel est le dynamisme de notre territoire et un petit peu quelles sont ses caractéristiques. Pourquoi? Parce que notre projet, finalement, ce n'est que à ce prix-là qu'il va pouvoir s'appuyer sur une légitimité qui va lui donner sa légitimité territoriale et qui va permettre d'aider au portage du projet. Et ce n'est que une fois qu'on prend aussi ces trois dimensions territoriales qu'on peut espérer pouvoir mettre en place un projet digne de la mise en œuvre d'une politique de développement durable, s'incarnant à travers les dimensions sociétales, économiques et environnementales. Alors une fois qu'on voit que notre système de gestion intégré, il s'appuie sur ces différentes dimensions territoriales, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que du coup, nos différentes dimensions territoriales, elles vont nous permettre d'agir plus ou moins facilement avec différents acteurs. Alors des acteurs individuels, des acteurs collectifs, mais surtout ce qu'il faut ici retenir, des acteurs qui sont aussi isolés, qui aimeraient bien s'insérer et prendre part à la mise en œuvre du projet, mais qui ne savent pas toujours comment s'y prendre, des acteurs concernés, et ce sont généralement ceux que l'on va aller chercher en priorité, mais aussi on oublie très souvent d'aller chercher les acteurs intéressés, des acteurs donc qui sont dans l'ombre, derrière la lumière, mais qui pourtant peuvent être utiles pour la mise en œuvre d'un projet de territoire et qui peuvent être utiles pour donner une dimension territoriale à notre projet en sortant de la sphère des acteurs avec lesquels on va agir de façon familière, on va dire, puisqu'on va avoir l'habitude de travailler autour d'eux et bien souvent on ne va pas penser à aller chercher d'autres acteurs qui peuvent être à la fois utiles pour nous aider à porter le projet, mais qui surtout sont nécessaires pour que l'on puisse réellement parler d'ancrage territorial de nos projets. Alors souvent, le premier réflexe que l'on va avoir quand on va dire eh bien il faut qu'on travaille avec les acteurs et qu'on mobilise les acteurs, eh bien c'est qu'on va faire un travail d'identification des acteurs. On va dresser une liste à l'après-vert, une petite liste au Père Noël, en disant bon là je veux qu'il y ait la présence de l'Adréal, de la DDT, de telle ou telle collectivité, de la Chambre d'agriculture, il me faut telle association de protection de la nature. Ok, très bien. Mais quand on a dit ça, en fait, on travaille pas avec des acteurs. On est en train d'identifier des acteurs. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir finalement
Madrial, qui c'est qu'on va mobiliser? Qui c'est qu'on va mobiliser à la DDT? Quel type de compétences on va aller chercher? Quel profil on va aller chercher? Parce que c'est ça qui va me renseigner sur le type d'argumentaire qui va être présent autour de la table. Or, si je parle de gestion intégrée à l'échelle des territoires, il faut que je sois en capacité de parler à la diversité des acteurs qui composent mon territoire. Si je ne mobilise que les acteurs avec lesquels j'ai l'habitude de travailler, il y a de fortes chances que je m'enferme dans un argumentaire technico environnemental qui va certes parler aux acteurs avec lesquels j'ai l'habitude de travailler, mais qui sont en fait finalement des acteurs convaincus. Et comment je vais aller chercher les acteurs qui, eux, ne sont pas convaincus par mon projet? Eh bien, il va donc falloir que je passe à une autre dimension. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, quand je liste des acteurs que je veux autour de la table, eh bien c'est un peu comme si ici je vous demandais de m'identifier les acteurs qui sont présents sur cette photo. Vous êtes à peu près tous capables de m'identifier les acteurs qui jouent dans ce célèbre film. Par contre, aucun de vous ne connaît ces acteurs. Aucun de vous n'est capable de caractériser des acteurs. Et donc savoir identifier les acteurs de ce film, eh bien c'est comme identifier les acteurs avec lesquels on va travailler autour de notre projet. Ce n'est pas être en capacité d'avoir une vision stratégique pour pouvoir être en capacité de diversifier ses sources argumentaires pour mettre en place un projet qui va s'ancrer dans le territoire. Il va falloir pour ça utiliser des méthodes qualitatives et quantitatives pour passer à une étape de caractérisation qui va nous permettre d'affiner notre connaissance des acteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux agir avec mes acteurs, je vais devoir déjà me poser la question avec quels acteurs je vais devoir composer pour la mise en œuvre de mon projet. Je vais devoir apprendre à les connaître. Je vais devoir apprendre à m'ouvrir à eux, à approfondir donc ma façon de penser, de porter mon projet et leur montrer que je les comprends, que je les entends, que je suis en capacité de comprendre leurs besoins, que je comprends leurs ressentis et que surtout j'ai conscience de leur position pour pouvoir leur parler aussi. Pourquoi? Parce que en fonction de l'acteur que je vais avoir en présence, on va pas tous voir le projet de la même façon. Donc je vais être en capacité de devoir leur porter un message qui va leur montrer en quoi mon projet il est profitable au territoire et donc indéniablement en quoi mon projet va répondre aussi à leurs besoins, à leurs attentes et à leurs intérêts. Alors généralement en écologie, vous avez l'habitude de le faire, vous savez classer des espèces, des habitats, vous faites ça très bien, vous avez des outils pour le faire, vous utilisez vos classifications ENIS. Alors nous, en sciences humaines et sociales, on fait exactement la même chose, alors de façon certes peut-être moins protocolaire, mais on va au moins se dire, quand on va choisir un acteur à mettre autour de la table, on va aller le chercher en connaissance de cause. Et pour ça, on va se poser 4 questions. On va se dire quelle est son identité, c'est-à-dire sa structure, son positionnement lui donne une légitimité à agir pour certaines choses, mais donc pas pour d'autres. Et donc il faut que je sois sûr que quand je mobilise mon acteur, je le mobilise pour la bonne chose et pour ce pourquoi il est légitime. Pour mon projet, pour apporter un type d'argumentaire et voilà. Il faut aussi que je me demande quelles sont ses marges de manœuvre, quelle est sa capacité à agir, quels sont ses moyens d'action, comment il se situe dans un organigramme, quels sont ses moyens. Est-ce qu'il va utiliser des moyens qui reposent sur une expertise technique, une expertise scientifique? Est-ce qu'il va utiliser une expertise administrative, une expertise territoriale? Est-ce qu'il va s'appuyer sur des savoirs qui vont davantage parler à mon territoire organisationnel, à mon territoire identitaire, à mon territoire physique, etc. Je vais donc me poser toutes ces questions. Je vais essayer un petit peu de voir avec qui il a des relations, avec qui il tisse ses relations, de façon à pouvoir multiplier les différents types
argumentaire pour diversifier mon jeu d'acteur. Et surtout, je vais essayer de comprendre ses motivations. Alors, je vais revenir sur ces éléments. Le premier réflexe que l'on a, donc on a bien vu que dire qu'il nous faut l'AFB, la DREAL, la Chambre d'agriculture et une association de protection de la nature autour de la table n'est certes bien pas suffisant. Alors je vais essayer déjà de diversifier les sources argumentaires en essayant de classer mes acteurs par nature, par leur identité. C'est-à-dire que je vais essayer déjà de me dire, est-ce qu'autour de la table, j'ai une diversité de profils ? Est-ce que j'ai à la fois des gestionnaires, des acteurs économiques, des décideurs, des usagers, voire le grand public, des scientifiques? Ça va me permettre de diversifier les postures qui vont être présentes autour de la table et donc les types de savoirs qui vont être mobilisés. Mais je peux aussi aller au-delà et me dire, je vais aussi faire une analyse un peu plus fine des organigrammes, puisque souvent notre premier réflexe est d'aller chercher les personnes avec qui on a l'habitude de travailler. Mais ça veut dire qu'en faisant ça, je me coupe de type d'expertise. Si je prends l'exemple de cet organigramme de la DDT, eh bien, si j'ai l'habitude de travailler avec le chargé de mission, chargé de la surveillance et de la police de l'environnement, ou avec le responsable de bureau, eh bien ça veut dire que pendant ce temps-là, je ne mobilise pas le chargé de mission pêche, hydroélectricité ou étang, ou le technicien police de l'eau, mais je mobilise encore moins les savoirs qui sont présents dans la DDT. Je pourrais très bien aller chercher aussi des personnes en charge de l'élaboration normative, ou pourquoi pas de l'appui technique et de l'accompagnement, ou pourquoi pas en charge de la coordination des politiques, ou aussi de l'information et de la vulgarisation. Au final, quand je dis que je mets autour de la table de la DDT, je ne dis pas grand-chose de l'acteur que j'ai mobilisé. Donc c'est à moi aussi de diversifier les sources d'expertise que je vais réunir, de façon à pouvoir avoir diverses sources argumentaires. Et par exemple, je peux mobiliser, dans ma DDT, des personnes qui sont en charge de la mise en œuvre réglementaire, mais pourquoi pas aussi de la coordination des politiques, puisque si je pense gestion intégrée à l'échelle des territoires, ces deux expertises et ces deux savoirs vont m'être utiles pour porter mon projet. Je passe un petit peu parce que je vois que le temps tourne. Outre cela, je vais pouvoir aussi m'appuyer. Il va falloir que je me demande quelles sont les motivations de mes acteurs. Quand je dis j'ai la DREAL, j'ai l'AFB, j'ai une association de protection de la nature, j'ai une chambre d'agriculture ou j'ai un EPCI autour de la table, je ne dis pas grand-chose des motivations de cet acteur. En tout cas, moi, si je veux ne pas être pris au piège de mon jeu d'acteur et contrôler mon jeu d'acteur, eh bien, il va falloir que je sache aussi dans quel monde se situe mon acteur. Est-ce que mon acteur, il va être plutôt sensible à un argumentaire de type traditionnaliste ? Par exemple, ça va être un acteur qui va être motivé par le sens de la propriété, par la dimension domestique, la transmission du patrimoine à ses enfants, par la dimension aussi avec qui va faire appel à la mémoire, à l'histoire de son exploitation, à la propriété de son moulin, etc., etc. Alors je sais que là, il y a des types d'argumentaires que je vais pouvoir utiliser, et puis il y en a d'autres, si je veux parler à mon acteur, que je ne pourrai pas utiliser. Donc déjà, si je veux contrôler mon jeu d'acteur, je sais qu'il faudra que je mette autour de la table des acteurs qui sont en capacité de parler avec mon acteur. Si j'ai des acteurs qui, eux, ont une dimension plus esthétique de mon projet, c'est-à-dire que ce qui compte pour eux, c'est que mon projet s'insère bien dans le territoire, qu'il ne défigure pas mon territoire, qu'il soit joli. Pourquoi ? Parce que je veux que des touristes viennent sur mon territoire, je veux que mon territoire soit attractif. Eh bien, il va falloir que je mette autour de la table des acteurs qui seront en capacité d'avoir un argumentaire, qui défendent mon projet, mais qui sont en capacité de parler à mon acteur qui attend d'avoir un argumentaire esthétique. Si mon acteur, lui, il a plus une appétence pour un discours que je vais appeler civique, c'est-à-dire avec un rappel à la réglementation, qui rappelle que la réglementation dit que et que voilà, eh bien il va falloir que j'ai un acteur autour de la table qui soit en capacité d'avoir un argumentaire réglementaire pour pouvoir parler à mon acteur. Donc on voit bien qu'autour d'un projet
de restauration et de protection des milieux humides, il va falloir que je diversifie mes différentes sources argumentaires pour pouvoir penser gestion intégrée à l'échelle du territoire et donc penser l'ancrage territorial de mon projet. Et ça, en fait, ça résulte d'un constat qui est très simple, c'est que nous avons tous un cadre cognitif qui est composé de choses qui nous rend plus ou moins sensibles à des discours et qui va nous rendre plus sensibles et plus à même d'écouter le discours d'un acteur. Ben, ici, c'est ce que j'incarne à travers mon cerveau, à travers les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais en tout cas, il faut être en capacité, si je veux ancrer mon projet dans le territoire, à utiliser des discours qui parlent à ces différents goûts et à ces différentes couleurs. Pourquoi? Parce que, eh bien, c'est bien normal que nous ne voyons pas tous le monde de la même façon, que nous soyons en désaccord, et tant mieux, hein, c'est ce qui fait que nous vivons en démocratie, sinon on vivrait en dictature. Et ça ne veut pas dire pour autant que nous sommes en conflit. Désaccord et ne pas voir le projet et ce qu'il va apporter à notre territoire de la même façon, c'est plutôt bénéfique pour notre projet parce que ça va nous amener à repenser notre projet de façon à pouvoir lui donner une coloration qui va permettre de répondre aux goûts et aux couleurs de chacun. Alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit finalement? Eh bien qu'on peut construire une stratégie d'action autour de notre projet de façon à l'intégrer à notre territoire. Et ceci, ça passe forcément par une analyse stratégique, l'on va appeler une stratégie d'action territoriale. Alors, notre triangle vertueux, ici je ne veux pas tout passer en revue, ce serait bien trop long, mais en tout cas ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que pour au moins pouvoir parler de gestion intégrée à l'échelle des territoires, il va falloir que je sois en capacité de mobiliser au moins des acteurs qui soient à la fois des acteurs pivots, c'est-à-dire des acteurs qui sont en capacité de pouvoir parler à des acteurs qui ont de l'information, qui ont des savoirs, des connaissances, et on l'a vu, ces savoirs, ces connaissances sont multiples, c'est des savoirs écologiques, c'est des savoirs sociaux, c'est des savoirs territoriaux, etc. Et aussi en capacité d'aller s'appuyer sur des acteurs relais qui seront en capacité de parler de notre projet et d'aller défendre le projet autour d'autres acteurs. En l'absence de ces acteurs autour de la table et d'acteurs à la fois pivots, d'acteurs ressources, c'est-à-dire d'acteurs qui ont de l'information, d'acteurs relais, c'est-à-dire d'acteurs qui sont légitimes pour aller parler à une diversité d'acteurs sur mon territoire, en l'absence de la mobilisation de ces acteurs, je prends le risque, en tout cas, d'avoir des difficultés à pouvoir ancrer mon projet dans le territoire et donc à ne pas intégrer la diversité des acteurs concernés, mais aussi surtout intéressés, c'est-à-dire des acteurs que l'on ne va pas avoir l'habitude d'aller chercher, qui ne vont pas se sentir concernés au premier abord et qui pourtant sont intéressés par le projet. Pourquoi? Parce qu'il va avoir un impact soit sur leur activité socio-professionnelle, soit sur leur territoire, sur leur façon de voir le territoire et de vivre leur territoire. Alors qu'est-ce qu'ici il faut donc retenir que simplement dire que je mets autour de la table des acteurs, c'est pas du tout suffisant. Il ne suffit pas d'identifier des acteurs et de les mettre autour de la table pour dire qu'on travaille avec des acteurs. Que la phase de caractérisation des acteurs, c'est-à-dire de comprendre leurs fonctions, leur rôle, pour bien motiver une diversité de fonctions, de rôles autour de notre projet, mais aussi des acteurs relais, des acteurs ressources et des acteurs donc potentiellement alliés. Pourquoi? Parce qu'en diversifiant les sources argumentaires, eh bien forcément, je vais avoir différents alliés qui vont être en capacité de parler différentes langues, qui vont permettre de mobiliser les différents acteurs de mon territoire. Eh bien, je donne aussi l'image, en portant mon projet, de les comprendre, de les reconnaître et d'être en capacité de réellement pouvoir les impliquer dans mon projet de façon à pouvoir ancrer mon projet dans le territoire.
Alors, une fois que l'on a dit ça, eh bien, on peut commencer à rentrer dans notre projet, dans le vif du sujet de la gestion intégrée, en se disant que on tâtonne déjà un petit peu moins le sujet et qu'on va pouvoir agir en connaissance de cause avec nos acteurs. Alors, qu'est-ce que qu'est-ce que cela signifie? Ça veut donc dire que l'on a vu que la connaissance de mon territoire, de mes acteurs, c'est le socle de ma gestion intégrée et intégratrice. Et donc je vais pouvoir m'appuyer sur différents outils utilisés donc par l'ingénierie sociale. Alors je n'aurai pas ici le temps de les développer, hein, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il existe par exemple des outils que l'on peut mobiliser en amont de projets qui sont des outils d'aide à la décision que l'on va, donc il s'agit ici de diagnostic territorial, quel que soit le nom qu'il porte. Vous allez entendre parler de diagnostic territorial socio-économique, de diagnostic territorial sociologique des enjeux et des acteurs. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que au moment où se font par exemple les diagnostics écologiques, les diagnostics multipression et etc. On peut aussi ajouter des éléments sociaux qui vont nous permettre déjà de tenir compte des caractéristiques de mon territoire et de mes acteurs pour m'aider à construire déjà cette dimension intégrée autour du territoire. Mais surtout, je vais pouvoir mobiliser tous les outils de l'ingénierie participative. Et là, je vais y passer un petit peu plus de temps. Pourquoi? Parce que ça va aider le porteur de projet à mobiliser les acteurs autour du projet et donc à orchestrer une mise en musique autour du projet sur le territoire. Alors ici, je vais revenir sur les termes parce que il faut faire très attention quand on parle de participation. Bien souvent, on utilise dans le sens commun le terme de concertation. Concertation n'étant pas synonyme de participation, on va le voir. Et donc de la même façon qu'Albert Camus disait que mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde, eh bien moi je vous dirais que mal nommer un processus participatif, c'est ajouter au malheur des milieux. En fait, pourquoi? Parce que quand on mobilise la participation, on est responsable de ce que l'on dit et de ce que l'on annonce auprès des acteurs des territoires. Et que si l'on nomme mal un processus participatif, eh bien, on prend le risque, très clairement, de mettre en colère les acteurs que l'on va mobiliser en leur annonçant des choses et en leur promettant des choses que l'on ne va pas tenir. Et c'est la meilleure façon de démobiliser des acteurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on parle de participation, je le disais, concertation n'est pas synonyme de participation. Quand on parle de participation, on parle d'une diversité de processus participatifs que l'on peut utiliser avec des degrés variables de participation que l'on va demander aux acteurs. On peut faire, quand on parle de participation, de l'information, de la médiation, de la négociation, de la consultation, de la concertation ou encore dans un degré encore plus ultime de la coproduction. Et donc ces concepts-là ont des sens très forts en sciences humaines et sociales. Et quand on utilise l'un ou l'autre de ces concepts, on envoie un message aux acteurs. Et quand on utilise mal ces concepts et que l'on ne fait pas ce que l'on a annoncé que l'on ferait, eh bien, on risque donc de prendre le risque de créer des conflits sur notre territoire. Donc, si on veut parler gestion intégrée à l'échelle des territoires, il faut connaître notre territoire, il faut connaître nos acteurs, mais il faut bien savoir comment est-ce qu'on va mobiliser nos acteurs et les faire participer à notre projet. Alors juste de façon très simple, qu'est-ce qu'on peut retenir de chacun de ces concepts? Quand on parle d'information, on est soucieux d'objectivité, mais on n'attend pas un rôle actif de notre acteur. On ne cherche pas à convaincre, on ne fait pas de la communication, on donne de l'information, et c'est aussi une forme c'est une façon de faire de la participation. On peut aussi faire de la médiation parce qu'à un moment donné, autour de notre projet, on va voir qu'il y a deux types d'acteurs qui vont un peu être en tension, et donc on va faire rentrer une tierce personne pour arbitrer et surtout pour essayer de trouver un compromis entre différents intérêts, différentes attentes autour de notre projet. Mais on peut aussi se dire qu'à un moment donné, on va autour de notre projet se mettre d'accord sur
un élément, une chose, par exemple un outil, un moyen que l'on va utiliser. Est-ce qu'on fait telle étude? Est-ce qu'on va faire un diagnostic? Est-ce que on va faire organiser une réunion? Voilà. Et donc on va négocier et se mettre d'accord sur un bout de la décision. On va aussi pouvoir à un moment donné négocier ce sur quoi on est prêt à lâcher, ce sur quoi on n'est pas prêt à lâcher. Quand on est dans un cadre réglementaire fort, c'est souvent le processus que l'on va utiliser en processus participatif que l'on va utiliser. Mais pourquoi? Parce que il n'est pas question d'utiliser la concertation dans la mesure où il ne sera pas possible de remettre en question les objectifs réglementaires qui seront fixés par les textes. Mais je peux aussi, autour de mon projet, faire de la consultation, c'est-à-dire prendre l'avis des acteurs sans pour autant être tenu par l'avis de mes acteurs. Et je peux faire de la concertation. Alors très souvent, le mot de concertation, ça veut dire qu'on fait des choix collectifs qui vont porter sur les enjeux, les objectifs de notre projet. Bien souvent, quand on parle de concertation, les acteurs s'attendent à être en capacité de pouvoir avoir la capacité d'influer sur l'ensemble du processus, sur l'ensemble du projet. Et parfois aussi sur les objectifs réglementaires de notre projet. Donc il faut faire bien attention au moment où on mobilise les acteurs à bien utiliser le processus participatif qui va nous permettre d'agir avec eux sur ce sur quoi on a envie d'agir ensemble pour ancrer notre projet dans le territoire. Alors ici, si je vous schématise un petit peu ces différents processus participatifs, vous voyez bien qu'on ne fait pas du tout référence à la même chose. Quand on donne une information, on dispense notre information et puis on n'attend pas de retour de notre part, de la part des acteurs. On peut faire donc de la médiation en essayant de trouver un point fédérateur entre nos différents acteurs. On peut négocier, ça veut dire que les uns et les autres, on n'est pas prêt à lâcher certains éléments autour du projet, mais on est prêt en tout cas à trouver un compromis, à faire des concessions, à un moment donné trouver quelque chose qui va nous permettre de progresser ensemble pour la mise en œuvre du projet, parce qu'il va apporter quelque chose à notre territoire et qu'on en est tous les deux convaincus. La consultation, elle va s'incarner à travers notre personnage qui va recueillir l'avis de notre acteur sans pour autant être tenu par notre acteur. Et puis la concertation, c'est c'est co-construire ensemble. Et donc là, quand on parle de concertation, eh bien on a la responsabilité de bien dire sur quoi on concerte. Souvent on dit on va concerter autour du projet, mais en disant ça, ça veut donc dire qu'on est prêt à remettre en question l'intégralité du projet si nos acteurs ne sont pas d'accord. Et bien souvent, on va dire qu'on fait de la concertation, alors qu'on sait très bien qu'on n'est pas prêt à remettre en question l'intégralité de notre projet, puisque notre projet, on veut qu'il aboutisse. Alors le plus souvent, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser de la consultation, de la médiation, de la négociation, mais peu souvent de la concertation, si ce n'est pour se mettre d'accord et concerter autour des outils que l'on va utiliser. Donc attention à l'utilisation de ces termes. Bien entendu, l'ensemble de ces processus participatifs sont utilisables à différents moments de mise en œuvre du projet. Donc pour faire de la gestion intégrée à l'échelle du territoire, on l'a dit, il faut mobiliser les acteurs, il faut faire avec les acteurs. On a vu qu'il y avait différentes modalités pour le faire, et on peut le faire aussi bien en amont du projet, pendant sa construction, pendant sa mise en œuvre, pour dresser un bilan du projet, pour adapter le projet, etc., etc. Attention, on ne fait pas de la participation pour faire de la participation. Ce n'est pas un objectif en soi de faire de la participation. Ça veut donc dire qu'il faut bien avoir identifié en amont du projet ce pourquoi est-ce qu'on va faire de la participation. Est-ce qu'ici, je vais faire participer les acteurs pour favoriser les actions collectives autour du projet? Est-ce que mon objectif, ça va être d'éviter les tensions? Est-ce que je vais tester la pertinence de mon projet? C'est un type de question que donc on va se poser avant de penser notre stratégie mobilisatrice pour intégrer l'ensemble des acteurs. Pourquoi? Eh bien parce que ici l'objectif c'est bien d'arriver à un accord gagnant-gagnant avec l'idée
de pouvoir avoir une compréhension mutuelle du projet, donc améliorer les liens qu'il y a entre les acteurs et donc avancer ensemble pour résoudre les différents questionnements que l'on va avoir autour du projet et donc accentuer la réception sociale de mon projet sur un territoire. Alors tous ces concepts, ils sont importants à être saisis autour de projets. On a pu voir sur certains flyers la mauvaise utilisation de certains concepts, où on parlait à la fois de co-construction, mais ensuite on nous parlait de citoyens. Mais si on co-construit, on le fait bien avec l'ensemble des territoires, avec l'ensemble des acteurs du territoire. Alors pourquoi dans un même flyer on nous parle de co-construire un projet, mais en utilisant un processus participatif citoyen, et pour qu'on se cantonnerait à un citoyen, afin de prendre en compte l'avis. Alors là, du coup, on passe de la co-construction à la consultation, et ensuite on nous dit qu'on va faire avec l'ensemble des parties prenantes. Ah bon, mais sur la ligne du dessus, on nous parlait des citoyens. Alors il faut faire bien attention à la façon dont on utilise ces concepts, parce qu'après, dans le cas de la mise en œuvre de projets, eh bien, ça donne prétexte à des acteurs pour crier au scandale en disant que on utilise une participation instrumentalisée, que on n'a pas réellement eu de concertation. Donc attention, il faut bien retenir que quand on fait de la gestion intégrée à l'échelle des territoires, l'objectif c'est de mobiliser les acteurs, mais qu'on ne le fait pas n'importe comment, on le fait avec des acteurs qui connaissent les processus participatifs, ou en tout cas on essaie de le faire en ayant conscience des processus participatifs que l'on va utiliser, et en faisant bien attention de faire ce que l'on dit pour ne pas avoir une mobilisation des acteurs qui aille à l'encontre de ce que l'on recherchait. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que faire de la participation et de la mobilisation d'acteurs, ça ne s'improvise pas, ça nécessite de maîtriser des concepts, des méthodes, des outils, que ça requiert des moyens, du temps, certes, mais que le temps pris pour agir avec les acteurs, c'est toujours du temps que l'on ne passera pas pour résoudre des conflits, et encore quand ils sont solutionnables, ce qui n'est pas toujours le cas. Ça nécessite d'avoir ou de s'appuyer sur des compétences qui maîtrisent ces concepts, ces méthodes et ces outils. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, quand on annonce quelque chose, on est responsable de ce que l'on annonce, et que ne pas faire ce que l'on dit, c'est prendre le risque de ne justement pas faire un projet de territoire, mais de se mettre un certain nombre d'acteurs à dos. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que faire de la participation, ça ne coule pas de source. De la même façon que préserver et restaurer les milieux humides, ce n'est pas un long fleuve tranquille, ce n'est pas un simple formalise qui se suffit d'un à peu près. Il va falloir gérer, aménager, effacer certains obstacles pour pouvoir mettre en œuvre notre projet. Alors j'espère qu'à ce stade, je ne vous ai pas désespéré en vous disant que finalement, ça requiert beaucoup de compétences, parce que en fait, il y a des outils très simples qui permettent de pouvoir prendre en compte tout ce que je viens de vous dire. Il y a des diagnostics qui permettent de pouvoir tenir compte en amont d'un projet les différentes dimensions dont j'ai parlé. Mais il y a aussi des outils participatifs qui sont mis à disposition, auquel on peut avoir accès librement, et qui permet de travailler justement ces différentes représentations. Certains ont été créés spécifiquement pour les zones humides, c'est le cas de Butorstar. D'autres ont été créés pour la mise en œuvre de programmes d'action autour des aires d'alimentation, de captage. C'est l'exemple de Coquelicot, c'est l'exemple de Météo par exemple, ou encore des méthodes de co-conception de systèmes de culture entre agriculteurs. Et d'autres ont été créés pour avoir une dimension aussi plus intégratrice autour des projets, comme les jeux de rôle Simfi, etc., etc. Et donc voilà, il y a aussi des outils que vous pouvez utiliser pour la mise en œuvre de projets à l'échelle
à l'échelle des territoires, avec cette dimension gestion intégrée à l'échelle des territoires. Alors quand je dis ça, bien entendu, je ne dis pas que des choses théoriques, hein, puisque à l'heure actuelle, avec la DREAL Bourgogne-Franche-Comté, donc qui se sont appuyés sur les outils et les connaissances qu'on avait développées à l'AFB. On a construit un appel à projet, un projet de territoire intégré qui s'appuie sur tout ce que je viens de vous présenter, qui va permettre donc la mise en œuvre de l'action 54 du PRSE 3, donc dont l'objectif c'est de favoriser la mise en place de projets de territoire dont le levier principal de mobilisation serait la qualité de l'eau dans son environnement et au robinet. Et donc ça fait donc 2 ans que j'accompagne la DREAL dans justement la prise en compte de l'ensemble de ces éléments d'ingénierie sociale, et qui va nous permettre de construire un projet de gestion intégrée autour de la mise en œuvre d'un projet de préservation de la ressource en eau à son environnement et au robinet. Et qui nous a permis aussi de changer de façon de penser la protection donc de la ressource, en nous disant que finalement, si on veut créer un projet intégré à l'échelle du territoire, il faut passer d'une dynamique d'action qui nous fasse aller de la bonne dose au bon endroit à l'idée d'une bonne culture au bon endroit, ce qui va permettre d'activer donc l'ensemble du territoire en intégrant une réflexion autour du volet socio-économique, en partant donc d'une conception de développement durable et filière économique, et qui va nous donner donc l'occasion de créer des projets de territoire qui vont donc intégrer des éléments à la fois de pollution diffuse en baissant l'utilisation des intrants et les transferts, mais aussi des éléments de gestion quantitative de la ressource, de reconquête de la biodiversité et d'adaptation des changements climatiques. Quand on parle de gestion intégrée à l'échelle des territoires, il faut être en capacité donc de répondre aux différents enjeux environnementaux, d'agir sur les territoires physiques, sur le territoire organisationnel, sur le territoire vécu, pour pouvoir agir avec la multitude des acteurs qui composent notre territoire. Donc, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que ces choses se mettent en place. Elles se mettent en place notamment avec les services de l'État que je forme depuis 2 ans sur ces entrées-là. D'autres acteurs aussi, puisque les formations que l'on dispense pour le compte du CNFPT ont pour objectif de former les acteurs des collectivités territoriales, etc., etc. Et donc, de plus en plus, les acteurs pensent cette gestion intégrée à l'échelle des territoires et arrive à très bien s'approprier ces éléments d'ingénierie sociale pour construire une véritable ingénierie territoriale autour de la mise en œuvre de votre projet. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention et voilà, surtout quand on parle de gestion intégrée à l'échelle des territoires, il faut penser que l'on agit pour l'écosystème, pour les espèces, pour les milieux, mais qu'on agit aussi pour des hommes, pour des territoires, et pour donc le bon fonctionnement de nos territoires également, puisqu'on ne parviendra pas à un bon état ni de nos masses d'eau, ni d'un quelconque autre objectif écologique si nos territoires ne fonctionnent pas correctement. Et seule une gestion intégrée à l'échelle des territoires permet d'atteindre ce bon état de fonctionnement du territoire. Merci beaucoup.